dès demain pour ceux et celles qui veulent le revoir ou qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Voilà, donc je vais laisser la place aux intervenants et intervenantes de se présenter. Donc merci à eux et à elles de se connecter, d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet. On peut peut-être commencer avec vous, Marion et Romain. Alors, votre micro, il est coupé. Ah, comment ça se fait? Ok. Ah. C'est bon? Mm. Donc, Bonjour à tous. Marion, Romain. Donc, on est producteur de PAM installé dans le sud d'Aveyron, sur le Larzac, donc sur une ferme qu'on a repris il y a 8 ans maintenant. Voilà, il y avait une activité existante. Donc, culture d'une trentaine de PAM, un petit peu de cueillette sauvage, une gamme assez diversifiée derrière. Et on est sur une ferme qui aujourd'hui fonctionne avec, on est 5 personnes, plus des compagnons de passage sur la ferme. Voilà en quelques mots. Merci. Emeline, tu prends le relais? Oui, bonjour à tous, bienvenue à tous. Donc moi c'est Emeline, compagnonne en PAM Herboristerie 2024 et en parcours d'installation depuis hiver 23. Et donc là je vois enfin le bout de ce fameux parcours d'installation parce que j'aurai tout clôturé au 5 février et donc ce sera le saut. Donc je vous détaillerai un petit peu plus ensuite ma stratégie d'installation en PAM. Merci. Dimitri? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Dimitri, j'ai été également compagnon sur cette première édition du compagnonnage en PAM. J'ai pu passer par Aromatique du Larzac avec Romain et Marion. Et donc, ça fait 2 ans que je suis dans le monde agricole, après une reconversion, car initialement, j'ai un parcours en commerce où j'ai pu travailler voilà, pendant 5 ans dans le développement commercial de grandes entreprises. Donc, voilà, on pourra parler de la viabilité économique ensemble. Super, merci beaucoup. Oui, comme je le disais rapidement en introduction, ce sujet de la viabilité économique pour les fermes en PAM, il est vraiment clé. C'est un sujet central et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant aujourd'hui. Donc j'aimerais commencer peut-être par vous poser une question, Marion et Romain, sur vos choix. Quels ont été vos choix, vous, stratégiques, quand vous avez repris la ferme, qui ont permis de faire qu'aujourd'hui, vous avez un modèle qui fonctionne bien et qui est viable? Tac. Vas-y. Alors, je pense que ce qui est, enfin, pour cadrer un petit peu, nous, pour expliquer, ce qui est important de comprendre quand même au départ, c'est qu'on a repris une ferme et on pense que, enfin, on a clairement aujourd'hui l'idée avec le recul que ça nous a beaucoup aidé pour obtenir le projet qu'on a aujourd'hui et le faire en sorte que ça fonctionne, quoi. En fait, on a repris une ferme. Donc, pour détailler un petit peu par rapport à ce qu'a dit Marion tout à l'heure, donc on produit des plantes sur la ferme, on fait aussi un petit peu de cueillette sauvage et on les transforme sur place. Donc, on a une gamme un petit peu classique comme on retrouve assez souvent sur les fermes de plantes sèches, tisanes, sel aux herbes, des produits condimentaires à base de plantes. Et on a, ce qui fait un petit peu la particularité, je pense, de la ferme, une activité de licoristerie et distillerie. Donc, on transforme une partie des plantes en liqueurs et spiritueux. Voilà, et on fait aussi une gamme de vinaigres aromatisés. Donc, en fait, quand on a repris, nous, cette gamme, elle existait déjà. Il y avait déjà des plantes sur la ferme et il y avait déjà une clientèle. Et donc, ça, pour nous, c'est déjà un point qui fait que ça nous a énormément aidé au démarrage. C'était malgré tout une ferme qui, quand on est arrivé, nos prédécesseurs cherchaient depuis déjà un moment à transmettre. Ils avaient levé le pied beaucoup les dernières années, donc c'est une ferme qui vivotait, on va dire. Les équipements étaient très anciens, les plantations, ça faisait un moment qu'il y a pas mal de plantes qui n'avaient pas été renouvelées. Mais malgré tout, il y avait tout ce qu'il fallait pour relancer quelque chose de chouette. Il y avait une belle notoriété sur certains produits. On fait notamment un pastis qui
qui a une certaine notoriété dans le secteur où on est. Et donc ça nous a vraiment aidé à démarrer quelque chose et de faire en sorte que ça fonctionne assez rapidement. Tu confirmes ce que je dis? Oui, carrément, il y avait une belle base, mais nos prédécesseurs avaient du mal à en vivre correctement. Ils étaient deux, ils cherchaient à s'associer, ça ne marchait pas. Enfin, il n'y avait pas la place, il n'y avait pas vraiment la place pour deux ni pour plus, alors qu'il y avait les besoins humains derrière. Mais voilà, il y avait quand même cette base de départ. Souvent, on dit que de reprendre quelque chose qui fonctionnait déjà, où il y avait les fondations, ça nous a fait économiser en gros 10 ans. On a gagné 10 ans de mise en place d'un projet qui est celui qui existe aujourd'hui sur la ferme. Alors après, un point important qu'on voulait souligner, c'est que donc pour nous, enfin, dans les PAM, je pense que un des points importants, mais la plupart des gens doivent déjà le savoir, c'est que pour s'en sortir, à moins d'avoir une ferme sur 15 ou 20 hectares de lavande et de faire de l'huile essentielle en vrac vendue à des laboratoires, c'est difficile de s'en sortir. Même encore là, ce que je viens de décrire aujourd'hui, je crois qu'ils ne s'en sortent pas beaucoup. Donc, en fait, il faut transformer. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est autant artisans, transformateurs que paysans, finalement. Et il y a un point d'honneur à mettre là-dessus. Il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie et aussi un petit peu d'argent au départ sur cette partie transformation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît important. Alors, nous, dans le cadre de notre installation, on a cherché à bénéficier de toutes les aides qu'on pouvait obtenir à l'installation. Et ça, je pense que c'est important. Alors, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de dispositifs qui permettent d'être aidés à l'installation. Donc, il y a le dispositif JIA, hein, que tout le monde connaît, qu'on peut obtenir jusqu'à l'âge de 40 ans, je crois. Donc, nous, on est passé par là. On a eu l'aide JIA tous les deux. Ça nous a énormément aidé au départ. C'est une reconversion. Donc, on travaillait tous les deux avant. Moi, pour ma part, j'ai demandé à bénéficier de l'ACRE. C'est-à-dire que j'ai liquidé mes droits chômage. En fait, j'ai demandé à conserver mon indemnité de chômage que j'ai eu pendant plus d'1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Alors ouais, les choses ont peut-être changé depuis, on n'est plus à jour des réformes. C'était il y a 9 ans, mais voilà, c'est peut-être un peu moins souple, un peu moins favorable aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais en tous les cas, nous, c'est quelque chose qui nous a aidés parce qu'en fait, pendant 1 an et demi sur la ferme, on n'a pas eu besoin de prélever de salaire. Et forcément, ça aide beaucoup et ça permet de mettre l'argent qu'on gagnait à ce moment-là, on l'a mis en fait dans de l'investissement. Donc ça, pour revenir sur le fait que ça nous paraît important. Alors, dans la transformation des PAM, pour faire des tisanes, des produits condimentaires, des choses comme ça, il n'y a pas forcément besoin de gros investissements, mais malgré tout, il faut en faire. Et aujourd'hui, avec le recul, on se dit qu'on a bien fait d'investir un minimum dans du matériel de qualité au départ, et ça nous a beaucoup aidé, et ça permet de gagner du temps, d'être beaucoup plus efficace. Alors, on pourrait développer, ce n'est peut-être pas le sujet là aujourd'hui, mais voilà, on a investi dans des super broyeurs. Là, récemment, on a refait un séchoir avec des chariots roulants. Enfin, voilà. Il faut pas hésiter. Des fois, c'est vrai que c'est dur au départ. On voit beaucoup de gens qui se lancent dans des projets en étant un peu frileux sur le fait d'investir un peu au départ. Mais vraiment, je pense qu'on s'y retrouve après parce qu'en fait, on passe beaucoup moins de temps à galérer, à faire des choses qui vont beaucoup plus vite après. Aujourd'hui, pour expliquer un peu sur la ferme, on a une batteuse pour trier les plantes, on a un sasseur, on a des super broyeurs, on a une petite pièce avec des déshumidificateurs pour stocker la matière, pour la garder, pour pouvoir garder une bonne qualité, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous paraît assez important et
pour discuter avec pas mal de porteurs de projets, on voit que des fois, ça freine. Alors forcément, parce que quand on se lance dans un projet comme ça, on ne sait pas trop où on va. Ça fait un peu peur, mais bon, voilà, il ne faut pas hésiter. Et il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui permettent d'aller chercher des aides pour se faire accompagner là-dessus. Donc, on a parlé des GIA, on a parlé de l'ACRE, mais bon, il y a France Agrimaire qui finance aujourd'hui les projets, enfin des investissements dans la partie production et dans la partie transformation. Spécifique PAM, il y a vraiment spécifique plantes aromatiques. France Agrimaire sur la filière PAM, ouais. Il y a aussi des aides à aller chercher, en général, au niveau des régions, globalement sur des projets agricoles. Donc voilà, ça prend du temps, c'est long, c'est parfois pas forcément les choses qu'on avait imaginées au départ, passer du temps sur des dossiers de subvention, mais franchement, après coup, on se dit que ça vaut le coup de passer du temps là-dessus. Voilà. Donc on voulait vous dire ça, parce qu'on pense que c'est important. Ça permet de ne pas s'épuiser, avoir des bons outils dès le départ, de ne pas essayer de faire de la bricole et finalement de faire des économies de bout de chandelle en n'ayant pas les outils adaptés. Ça permet déjà de sortir des produits de super qualité derrière, sans rentrer dans les détails sur les tisanes, etc., mais d'avoir des produits vraiment bien aboutis, bien finis. Et ouais, de ne pas s'épuiser physiquement et psychologiquement à faire des tâches en fait qui ne vont pas avancer parce que voilà, au niveau culture. On parle pas mal de la transformation, là, mais sur la partie production agricole, il y a beaucoup de choses, sans parler de nous au départ, on est arrivé, il y avait à peu près 0 mécanisation sur la ferme, il y avait 3000 mètres carrés de plantes. Aujourd'hui, on est quasiment à 4 hectares, donc forcément, on est passé par un peu de mécanisation. Alors, sans parler d'arriver à des échelles aussi importantes, parce que 4 hectares, ça commence à faire. Quand on transforme derrière, c'est gros. Mais il existe aujourd'hui des petits outils qui aident vraiment. Enfin, nous, on est passé par un tracteur. Aujourd'hui, on mécanise un peu la plantation, on mécanise le désherbage, mais sans aller jusque-là, sans parler de gros outils. Nous, on travaille par exemple avec des petits outils de récolte qui sont fabriqués en Chine notamment pour la cueillette du thé. Ça, c'est des outils qui coûtent pas grand-chose. En cherchant pour 300, 400 euros, vous avez un outil de cueillette et ça nous a facilité la vie à un point qui est assez fou, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter aussi moi, je pense à mécaniser un minimum. Aujourd'hui, sur le désherbage, il existe des petites bineuses électriques, des choses comme ça, qui font qu'on se facilite la vie et qu'on ne finit pas les journées en étant complètement cuit, en disant qu'est-ce que je fous là, je ne tiendrai jamais 10 ans comme ça. Voilà. Voilà. Après, je ne sais pas, tu veux parler un peu de la partie. On a encore le temps parce qu'on a plein de choses à vous dire. Carrément. Peut-être juste pour rebondir, c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'on voit beaucoup de porteuses et porteurs de projets qui arrivent en ne voulant pas mécaniser ou très peu. Et souvent, le retour de fermes expérimentées comme la vôtre, c'est plutôt, en fait, il faut penser à s'économiser, à gagner du temps, s'économiser physiquement, bien sûr, et gagner du temps et être plus efficace. Et ça, c'est grâce à la mécanisation qu'on le peut. Après, c'est un compromis effectivement à faire et ça dépend de la surface cultivée, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre ça en avant parce que voilà, souvent, les porteurs et porteuses de projets arrivent en nous disant nous, on veut pas du tout de mécanisation ou très peu. Après, nous, c'est quelque chose qui s'est fait aussi très progressivement. Enfin, les premières années, là, voilà, on parle avec 8-9 ans de recul. Les premières années, on a fait avec un peu comme tout le monde démarre et les choses se sont faites progressivement et les besoins, ce n'était pas un objectif au départ. Non, on n'est pas parti avec cette idée de se dire on va. On n'est pas parti avec l'idée de se dire on va mécaniser. Et même au contraire, je pense au départ, on avait une vision beaucoup plus d'une installation, d'une exploitation à petite échelle ou avec beaucoup de choses qui se font à la main, la cueillette, etc. Mais rapidement, on s'est quand même vu que le corps, il en prenait un coup, quoi. C'est dur et
Et si on veut envisager les choses à long terme, je pense qu'il faut savoir épargner un peu son corps et ça passe par la mécanisation. Un des principes de la permaculture, c'est aussi de prendre soin de l'humain. Et voilà, il faut prendre soin de soi et pouvoir créer et durer aussi dans le temps. Et avant de te laisser continuer, Marion, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On aura un temps d'échange à la fin. Donc, vous pouvez déjà les poser là au fur et à mesure et on y répondra à la fin du webinaire. Après, ouais, on a identifié un autre point. Donc, Romain, on a déjà un petit peu parlé, mais un autre point qui fait un peu la force de la ferme aujourd'hui, c'est la diversité de sa gamme et la qualité, on espère, des produits. Enfin, on essaye vraiment d'aller au bout de la transfo, d'apporter des produits bien réfléchis, bien aboutis, à la fois le produit en lui-même, mais il y a aussi le côté, je pense, ce qui nous a permis, nous, à la reprise, de relancer la machine. En fait, ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que voilà, il y avait des bases solides, mais pas forcément viables. Et rapidement, dès la première année, on a vraiment relancé la machine sans avoir l'impression de faire grand-chose, mais rien qu'en apportant un petit peu de différenciation sur les produits par le marketing, enfin rien que sans parler de marketing, parce que voilà, on n'était pas non plus des pros du marketing, mais Sur le d'avoir conditionnement, des produits aboutis visuellement aussi et qui permettent de se différencier, parce que la concurrence est quand même, commence à être quand même assez forte en PAM. Nous, chez nous, il y a quand même, on est quelques producteurs et forcément, on se retrouve un peu sur les mêmes réseaux de distribution, les boutiques de producteurs, etc. Et d'avoir des produits qui ont un petit plus à la fois dans le produit intrinsèquement, mais aussi sur le packaging, d'avoir des étiquettes bien foutues, qui soient lisibles, qui ne fassent pas trop, enfin faire artisanal, mais sans être dans le cliché de l'artisanal. Enfin voilà, il y a quand même cet aspect marketing qui n'est pas plante aromatique, on est peut-être malgré nous, mais on n'est pas sur des produits de première nécessité. On est sur du produit bien-être et plaisir, en fait. Et il faut savoir déclencher l'achat et faire envie aux gens, quoi. Voilà. On s'est rendu compte que c'était vraiment important. Si les produits sont bien, si les produits sont bons, les gens reviennent après. Mais pour arriver à attirer des gens vers soi la première fois, il faut avoir des produits qui sont jolis. Voilà. On n'est pas des maraîchers. On va se mettre sur un pas du réachat toutes les semaines, marché hebdomadaire où les gens vont revenir toutes les semaines. Nous, on est sur des produits où il y a une rotation plus longue au niveau de l'acte d'achat et du coup, il faut faire envie, quoi. Voilà. Et c'est pas aussi, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel au départ, en fait, on met pas forcément l'énergie là-dessus parce que l'idée, c'est d'abord d'avoir des belles productions, des belles plantes, des belles idées de produits, mais il faut aussi penser à ça. Et après, on pourrait rentrer plus en détail au niveau de la gamme, parce que c'est vraiment un point important. Je ne sais pas, peut-être qu'on va le faire tout à l'heure. Mais le dernier point qu'on a identifié, nous, comme un élément important de notre prise, c'est le fait d'être deux. Parce que voilà, il y a des moments où c'est dur. Le fait d'être à deux, ça permet de réfléchir à deux, de se confronter à voilà, de confronter ses points de vue, de pas voilà, s'épuiser tout seul, gamberger tout seul. Ça permet, au niveau de la prise de décision, c'est assez important, au niveau du soutien et puis de la répartition du travail aussi. Donc au départ, je pense qu'on avait une vision un peu propre l'un et l'autre de ce que serait notre installation avec quelque chose de très polyvalent, l'un et l'autre être un peu interchangeables. Et puis rapidement, vu l'ampleur du travail, la culture, la transfo, la commercialisation, l'administratif, on s'est vite un peu spécialisé l'un et l'autre. Mais en ayant quand même, toujours pouvoir s'appuyer un peu sur l'autre
en cas de besoin et en cas de doute. C'est vraiment, enfin, ça a vraiment été, je pense, un point important de l'installation. Ouais. Pouvoir prendre le relais l'un de l'autre en cas de coup dur. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon déjà très détaillé. Moi, j'avais envie de poser une question à toi, Emeline, puisque tu es en cours d'installation dans le Morbihan avec une ferme du compagnonnage à Vélène. Est-ce que tu pourrais nous parler de la réflexion que tu as eue dans ton projet autour de cette question de la viabilité économique, puisque tu l'avais présenté dans ton dossier de jury du compagnonnage et c'était super intéressant comment tu avais pensé ça dans un territoire donné sur toute cette question de commercialisation, être différenciant, etc., etc. Oui, bah, du coup, j'ai envie de rebondir sur plein de points de Marion et Romain parce que N'hésite pas. c'est vraiment pertinent d'appuyer voilà, sur outillage, visuel, enfin voilà, produit plaisir, etc. Ça fait partie de mes réflexions. Je pense que mon approche à moi, elle était de me poser la question d'abord, moi, ce que je crois tenable dans le temps. Quel produit j'ai envie de vendre et je vais être capable de le vendre parce que moi-même je le consommerai ou parce qu'il y a un historique, une cohérence, une résonance qui fait que je peux le défendre, ce produit. Je viens du maraîchage. Dans les PAM, on sait, enfin les chiffres, la filière, pour prendre la terminologie chambre agricole, est assez développée pour ce qui est des huiles essentielles, hydrolat et puis tisane. Disons que c'est un peu comme ça qu'on est les plus connus, c'est un peu les deux facettes, enfin moi je le vois comme ça. Et finalement, il existe plein d'autres possibilités avec les plantes. Et donc l'idée, c'était de se poser plutôt la question de qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le territoire où je veux m'implanter, qu'est-ce qu'il y a, et marcher par déduction. À quelle échelle aussi et avec quel circuit de commercialisation. Et donc se poser la question de pouvoir se regrouper aussi en halles de producteurs pour pouvoir peut-être aussi développer des offres plus intéressantes, mais développer aussi un produit qui n'est pas encore dans les rayons, quoi, et qui va pouvoir dénoter un petit peu. Donc, en PAM où je suis, il y a beaucoup de productrices de tisane, parce que c'est quand même énormément de femmes, ça aussi, il faut le dire, et sur des très petites surfaces. Et en fait, finalement, entre nous, on peut faire des échanges de plantes aussi. Et pour moi, on est dans une filière où la notion d'entraide, elle est assez essentielle. Et donc, l'idée, ça va être de produire des plantes qui vont être complémentaires, parce que qui peuvent peut-être partir dans leur mélange de tisane. Mais moi, mon histoire, c'est le maraîchage et j'avais à cœur de rester dans l'alimentaire. Donc, j'ai tourné les choses plutôt des accords aromatiques qui vont venir sublimer un légume, une viande, un poisson, etc. Et donc, m'adresser aussi à un public métier de bouche, du coup, et pas que particulier, parce qu'on est sur un produit plaisir, pas de première nécessité, et que donc, c'est aussi très important, je crois, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et de pouvoir s'adresser à vraiment différents publics. Voilà. Donc, typiquement, le process d'étude de marché, moi, j'aurais tendance à vraiment conseiller de s'appuyer sur celle qu'on trouve sur AgriInstall, parce qu'elle est très, très complète. Qu'on veuille s'installer avec des aides agricoles ou pas, en fait, il faut vraiment se poser plein de questions et accepter d'aller dans le détail, même si c'est hypothétique, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre d'important à vous dire? Voilà, essayer d'être cohérent aussi avec son territoire, donc au-delà du climat, hein, par exemple, parce que aujourd'hui, ça bouge aussi beaucoup et donc il s'agit aussi de se poser des questions de
qu'est-ce qui va marcher dans mon terroir dans 5, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui pousse. Voilà, il y a vraiment plusieurs dimensions en fait dans le choix de son atelier principal. Et moi, je veux miser sur de l'entraide territoriale, de la cohérence, de l'adaptabilité aussi. Essayer même de proposer des projets sur mesure. Donc, étude de marché, ça veut dire aller à la rencontre, s'efforcer de rencontrer un maximum de personnes, de questionner, que ce soit les commerçants chez qui on va tous les jours, que ce soit d'autres producteurs et même dans des branches un peu différentes. Par exemple, on est dans un secteur où on est complémentaire avec des paysans transformateurs, par exemple en fromage ou en pain. On peut imaginer toutes sortes de graissins avec nos aromatiques, on peut imaginer toutes sortes de fromages ou de brassins, donc pour les brasseurs. Enfin, tout dépend de ce qu'il y a aussi de disponible sur notre territoire. Je crois beaucoup qu'il faut vraiment prendre le temps de lire son contexte avec, oui, des données macro qu'on va trouver sur l'INSEE, etc., mais aussi, surtout, des données sensibles. Et donc, faire parler les gens qui vivent autour de notre endroit d'implantation, aller dans les halles de producteurs, voir comment ça se passe, parce qu'elles n'ont pas toutes aussi les mêmes fonctionnements, vont pas demander le même investissement. Et à chaque fois, ça vaut le coup de se poser la question de ça, est-ce que je vais le tenir dans la durée ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment 51% de choses qui me plaisent et qui font que je vais rester? Ou est-ce que je suis de l'autre côté de la barrière, je suis qu'à 49 et ça, du coup, ça vaut pas forcément le coup d'y aller, quoi. Je sais pas si je suis très, très claire, mais c'est pas évident en étant dedans en ce moment et donc de devoir, sauter le pas, vaincre sa timidité, aller vers un restaurateur, aller vers quelqu'un qui propose des épices, qui fait de l'ensachage et qui, du coup, travaille déjà avec beaucoup de producteurs. Donc pourquoi elle travaillerait avec toi? Enfin, donc il s'agit aussi de travailler son approche, son discours. Et donc, avant ça, il faut avoir pu identifier aussi ses cibles principales. Donc, et c'est vraiment des questions croisées finalement. Euh, j'ai envie de dire que dans une étude de marché, c'est pas on finalise un bloc et il est derrière nous. En fait, c'est en permanence des navettes. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la mets en place. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, une gamme est en train de naître. Et à partir de la gamme, mon outillage aussi va en découler. Faire attention aux étapes aussi, à l'ordre des choses, parce que on peut avoir très très envie de faire plein de fleurs ou je ne sais quel autre exemple, mais pas du tout la capacité à investir dans le bon matériel, mais pas forcément de débouchés proches ou lointains, mais durables. Et que donc, voilà, il y a une vigilance aussi. Enfin, j'essaye d'avancer pas à pas sur chaque dossier et qu'ils restent tous aussi bien connectés, de m'assurer que, donc, typiquement, je fais le choix pour l'instant de miser sur des petits équipements à pas cher, qui j'espère seront quand même durables et sont quand même assez qualitatifs. Mais dans mes premiers leviers, il va y avoir ça, vraiment limiter les investissements, jouer sur les variétés, jouer sur plein de petits débouchés. Et l'espoir, c'est que petit débouché deviendra grand et que ce qu'on appelle l'assolement, enfin le plan de culture et les plans de cultivés, ça va s'auto-enrichir, ça, et augmenter en volume tout de suite. Moi, ça me semble pas forcément prudent selon le projet qu'on veut. Donc là, je vais parler plutôt vraiment en plantes séchées. Vouloir tout de suite faire du volume et au risque d'avoir la dette d'une mécanisation plus ou moins grosse et du coup plus ou moins coûteuse, j'ai envie d'inviter vraiment à la vigilance là-dessus et qu'il faut se tester. Et typiquement, moi, le chemin, ça aura été
un an de compagnonnage. Là, je vais faire un an en tant que cotisante solidaire. Je choisis de ne pas tout de suite aller vers le statut d'exploitante pour une question de charge. Et sur un point de vue agronomique, je dirais aussi que je vais y aller tout doucement. Donc, d'un truc où je voulais tout de suite cultiver sur 5000 m², 5000 m² cultivés, donc sans compter les chemins, les haies, etc. Là, non, je change mon fusil d'épaule et 2025, déjà, si j'arrive à cultiver 1000 m², ce sera bien. Et de faire un petit peu de stock aussi, parce que certaines plantes, on est sur des annuels où c'est un truc très court. Et d'une année sur l'autre, en plus, selon le climat, selon plein de paramètres, en fait, on peut quand même avoir des loupés qui rigolent pas. Et donc, il faut être vigilant aussi là-dessus. Et donc, essayer aussi d'avoir du stock et d'être en mesure de répondre aux demandes, à la fois de créer la demande, créer le désir, faire envie. Mais une fois qu'on a ensémé ça, il faut aussi assurer derrière et pouvoir fournir du coup. Et donc, voilà, mon intuition, c'est de dire y aller petit à petit et démarrer avec un peu de stock pour pas qu'il y ait de coupure dans la distribution. Ça me semble aussi être important parce que quand on essaye de tisser des relations de confiance, on peut avoir des couacs, on peut être très transparent. À nous aussi d'être pédagogue et d'expliquer ce qu'on vit et pourquoi des fois, tel produit que la personne en face aurait vraiment voulu, là, c'est vraiment pas possible. Mais avoir aussi une diversité, plein de variétés qui font qu'on peut aussi proposer des solutions, tout en ayant quand même à cœur cette vigilance de répondre au plus près des demandes, quoi. Je crois aussi que voilà, il faut être à l'écoute, quoi. Il faut être tout le temps dans une double lecture, à la fois sensible de soi et quelle ferme on a envie de proposer, mais aussi de notre contexte. Et essayer de l'analyser d'être dans un rapport un peu ouvert à co-construire et à recevoir des demandes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais on se sent d'expérimenter sur une petite planche et on se fixe un petit calendrier et on explique que c'est un petit calendrier avec, oui, des petits volumes, mais des longues échéances et que c'est une relation d'engagement aussi. Voilà, actuellement, la stratégie, elle est là et c'est comme ça que je parle. Je fais beaucoup de marchés de Noël, je vais à la rencontre des producteurs et j'exprime aussi un peu tout ça et en fait, je pensais qu'il fallait pas oser, qu'une première rencontre, tout est dans le titre, hein, tu as qu'une fois pour faire bonne impression, voilà. Mais en fait, on a le droit d'exposer nos doutes aussi et souvent c'est très bien reçu et c'est riche, en face, en fait, il y a plein de propositions aussi. Donc voilà, après à chacun de faire son tri et de pas perdre non plus, sa ligne centrale, quoi, vraiment son centre de gravité, ce qu'on veut faire. Mais je pense que là, on est dans un domaine, dans une filière où l'ouverture est une des clés de viabilité économique parce que Il faut être visible. il faut être visible, Ouais. exactement. Quitte même au début à en faire un peu trop. Et l'autre volet de ça, c'est aussi valoriser tout ce qu'on fait. C'est-à-dire à mon sens, on est dans une filière où il y a très peu de déchets. Tout est valorisable, tout peut rentrer quelque part. Une poudre de plante issue de tri, elle peut partir dans les crackers du paysan boulanger du village d'à côté. C'est jamais un déchet. Et du coup, essayer aussi de placer, quoi, de placer ces produits et de vraiment les valoriser jusqu'au bout, quoi. Que tout ce qu'on produit puisse se rentrer et ressortir quelque part, mais entre guillemets, pas de perte. J'ai l'intuition, j'ai le sentiment que c'est la deuxième clé de la pérennité de nos entreprises, quoi. Merci Emeline. Mais effectivement, c'est super intéressant sur un territoire comme la Bretagne qui
comprend beaucoup, beaucoup de producteurs de PAM, notamment en tisane, d'avoir eu cette réflexion vraiment de te différencier sur ta gamme. C'est vraiment très intéressant. Je voulais poser une question à Dimitri aussi, puisque toi, tu as vraiment une expertise sur les sujets économiques de par ta vie professionnelle d'avant. Et donc, je voulais savoir quelle est ton analyse sur cette question de la viabilité économique quand tu compares, par exemple, entre les entreprises du monde économique en général et les entreprises agricoles, notamment dans les PAM, via ton expérience du compagnonnage ou d'autres expériences que tu as pu avoir. Oui, alors bah, c'est vrai, ce qui était intéressant sur cette année de compagnonnage, c'est que on a la possibilité en fait de s'immerger sur des fermes qui répondent à une triple performance, hein, qu'elle soit économique, qu'elle soit environnementale ou bien qu'elle soit sociale. Donc ça, c'était le premier point intéressant. Après, moi, ce qui m'a marqué en faisant le lien avec mes expériences précédentes, c'est que dans les fermes en PAM, en fait, on a une grosse différence de ferme au niveau des chiffres d'affaires en fait, qu'on peut identifier déjà sur certaines structures. Ça peut aller d'une ferme voilà, qui va faire 30 000 euros de chiffre d'affaires à l'année à une ferme qui va en faire plus de 100 000. Et moi, voilà, le point de vigilance et le point que je trouve intéressant dans cette analyse, c'est en fait déjà d'avoir la possibilité pour les exploitants d'avoir une vision globale sur les marges qu'elles vont pouvoir faire sur les différentes commercialisation et production qu'elles ont mis en place. Pour donner un exemple encore de ce que j'avais pu voir sur l'année du compagnonnage, chez Romain et Marion, par exemple, on va avoir une gamme qui est très très large, mais avec des produits qui sont totalement différents et qui ne vont pas être au même niveau de marge. Donc, je pense potentiellement au pastis, qui est le produit phare des aromatiques du Larzac. C'est un produit qui va se commercialiser à plus de 20 euros l'unité, par exemple, mais auquel on va attacher des charges qui vont être conséquentes. Moi, je pense au prix du verre, au prix de l'étiquette, au prix du bouchon, au prix voilà, de l'alcool, les douanes aussi qui vont s'appliquer à tous ces produits d'alcool, versus une tisane en fait qui va être voilà, un produit un peu plus brut, mais sur lequel on va pouvoir voilà, se dégager peut-être une marge un peu plus élevée. Donc c'est vraiment le point intéressant que j'avais pu trouver sur cet item du compagnonnage. Donc voilà, pour revenir aux exploitants, c'est hyper important en fait d'avoir des outils de gestion qui sont adaptés aussi à la structure, à sa production. Analyser sa marge brute, c'est possible via des outils simples, des outils de mise en place voilà, d'Excel. La seule problématique, et c'est peut-être pas la partie la plus passionnante du métier, c'est que pour faire des analyses, on est obligé d'avoir des chiffres, on est obligé d'avoir de la data. Et donc ça demande voilà, un travail aussi supplémentaire, une charge de travail supplémentaire qui n'est pas forcément en lien avec ce qu'on aime mettre en place tous les jours au milieu de son champ, quoi. Donc, pour récupérer ces datas, j'ai quelques tips en fait, voilà, de ce que j'avais pu voir aussi sur les fermes dans lesquelles je suis passé. La première, ce qui peut être intéressant, c'est de potentiellement mesurer le temps de travail que l'on va mettre pour réaliser une tâche. Ça permet voilà, de quantifier son temps de travail au global et ensuite de l'appliquer à ses charges voilà, en notant l'investissement qu'on a pu y mettre. Le deuxième, c'est de noter aussi toutes ces dépenses et de faire donc, tout ce qui est en charge, comme je disais, pour le pastis, tout ce qui va être, on va dire, charge en matière première, autre que matière première présente sur la structure, pour justement voir si là aussi il y a des postes d'économie à faire. Toute économie sera intéressante à réaliser pour justement développer la viabilité économique de la structure. Et le dernier point, c'est aussi, il est intéressant quand on se rend compte en fait qu'une activité, une production ou un produit n'est pas forcément bénéfique pour la structure au global, réaffecter en fait voilà, cette énergie ailleurs.
j'avais pu passer sur une ferme lors de mon compagnonnage où un atelier était… il était difficile de mesurer si l'atelier était bénéficiaire ou s'il ne l'était pas. Là, c'était une ferme en polyculture pour le coup. Et donc, en fait, voilà, les associés, après réflexion et après plusieurs analyses, se sont dit qu'il était peut-être plus intéressant en fait, de couper définitivement cet atelier pour réaffecter l'énergie et les ressources ailleurs. Donc, voilà le retour d'expérience que je peux en faire. Ensuite, bah, voilà, pour faire le lien avec toutes les entreprises classiques où j'ai pu travailler, hein, où on est plus sur on va dire une idée de bénéfice qui va être simple. Et ben, en fait, c'est la même chose. Pour moi, une ferme en PAM voilà, doit s'apparenter aussi à une entreprise globale. C'est pas parce que voilà, on est agriculteur qu'on n'est pas forcément chef d'entreprise. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut aussi marquer dans les esprits et se dire que c'est des compétences qu'il faut réussir à maîtriser pour mener à bien son projet. Et pour conclure, voilà, j'avais identifié 4 leviers stratégiques qui permettaient donc d'optimiser la viabilité économique des fermes. Le premier, Marion et Romain et Émile, vous en avez tous parlé, donc bravo. Mais c'était donc connaître sa cible. C'est vraiment primordial, je pense, pour ensuite faire des choix, que ce soit les choix de production, mais aussi les choix de commercialisation. Du moment où vous connaissez votre cible, comment vous allez l'atteindre, que ce soit sur de la vente directe, si vous êtes plus sur une commercialisation, on va dire, à distance réduite, ou alors est-ce que vous avez une clientèle plus large, que vous allez pouvoir toucher à une échelle peut-être régionale, voire nationale. Et là, du coup, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de passer sur des distributeurs ou encore via de la vente en ligne? Donc ça, c'est le point pour moi qui était un peu primordial. Le deuxième, Marion Romain, vous en avez parlé aussi, c'était donc sur tout ce qui était diversification de la gamme. Aujourd'hui, pour toucher un public le plus large possible, c'est intéressant d'avoir des produits voilà, qui parlent au plus de personnes possible. Les fermes en PAM vont avoir tendance, comme tu disais, Mine, à se faire un peu de la concurrence au local si on reste sur une production en fait, identique. C'est-à-dire que si vous vous implantez dans un endroit où vous commercialisez uniquement de la tisane, mais qu'à côté, vous avez également 3 producteurs de tisane, ça va être très, très dur de se démarquer par rapport au fait que si vous produisez de la tisane, mais qu'à côté, vous avez une gamme d'épicerie fine, d'aromatisation, d'alcool ou encore de cosmétiques. Je trouve que ce qui est intéressant dans les PAM, c'est que les PAM, c'est un des ateliers qui propose une diversification possible assez large et donc qui permet de toucher un public assez varié, même si ce n'est pas un besoin de première nécessité. En fait, on répond forcément à un besoin d'un client quelque part. Donc, c'est vraiment cette plus-value à aller chercher sur la production de pain. Le troisième point, pour moi, c'était les investissements. Donc, on le disait, dans tout ce qui est viabilité économique, il y a les notions forcément économiques, chiffrées qui rentrent en jeu, mais il y a aussi les notions de conditions de travail. Vous allez beau avoir une entreprise qui fonctionne avec des super rendements, si vous êtes obligé de travailler 23 heures sur 24, 7 jours sur 7, au bout d'un moment, vous allez lâcher et ça ne va pas être possible de durer dans le temps. Donc, en fait, il faut un peu voir les investissements comme une possibilité de bonifier son quotidien. Et ces investissements, en fait, auront forcément des répercussions, voilà, soit sur une diminution du temps de travail, soit sur une augmentation des rendements. Donc, vous toucherez forcément un item de la viabilité économique en les réalisant. C'est sûr que ce n'est pas forcément évident quand on n'a pas les ressources financières au début de réaliser ces investissements. Mais par contre, voilà, il faut arriver à un moment donné, quand les ressources sont disponibles, à se dire quel serait l'investissement le plus intéressant à mettre en place pour justement me faire progresser sur un item, que ce soit le temps, voilà, ou encore le rendement, pour justement se dire que c'est un investissement durable.
Et le quatrième point et dernier point, pour moi, c'est un truc que j'avais beaucoup l'habitude de voir dans les structures, on va dire, industrielles classiques dans lesquelles j'ai pu travailler. Et je l'ai un peu moins retrouvé dans mon passage sur les fermes, c'était la partie communication. Alors Romain, c'est bon, et Marion, on a pu longuement en discuter, et c'est vrai que bon, vous en avez parlé aussi, mais la communication, c'est clairement pour moi un levier que les exploitants n'utilisent pas beaucoup à leur échelle, et pourtant, il pourrait y avoir des bénéfices assez conséquents. Je prends souvent l'image du cordonnier un peu le plus mal chaussé. Vous avez beau faire les meilleurs produits, les plus beaux produits avec les très beaux packaging, etc. Si uniquement vous et votre cercle proche en a connaissance, vous n'aurez pas la possibilité en fait de vous faire connaître tout simplement et du coup de vendre vos produits à une clientèle différente. Donc pour moi, l'axe de la communication, il est super important. Aujourd'hui, il existe des outils gratuits pour communiquer qui sont les réseaux sociaux. Bon, voilà, donc on peut avoir Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux qui permettent déjà de faire une vitrine en fait, de votre structure de manière un peu digitalisée. Donc, ce qui peut être, voilà, certes, ça a un coût au niveau du temps que vous y passez, mais voilà, rien qu'aujourd'hui, publier des informations, publier des photos sur ce que vous faites, etc., ça peut parler à une partie d'une clientèle potentielle qui ne vous connaît pas encore et vous permettre voilà, de développer des ventes. Donc, n'hésitez pas à activer ce levier voilà, sur vos structures. Et voilà, pour conclure, s'il me reste 2 minutes, je dirais que… Comment ? 1 minute, on doit passer aux questions après. Ok. Non, mais voilà, donc non, pour résumer, c'est que les fermes en PAM, voilà, c'est pas uniquement un lieu de production, hein, c'est des entreprises à part entière. Donc, il faut aussi se positionner sur voilà, cet axe de chef d'entreprise et voilà, s'équiper d'outils de gestion, de capacité d'adaptation aussi, qui est assez important, mais surtout voilà, d'une vision long terme pour se dire que la viabilité est un critère super important. Voilà. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je les ai centralisées si tu veux, Super. parce que certaines sont adressées du coup plutôt à Marion et Romain, d'autres à Emeline. Donc, je te les remets ici. Juste avant de passer aux questions, donc j'en profite pour faire une petite incise sur le programme compagnonnage. Donc, s'il y a des porteurs et porteuses de projets ici qui souhaitent se former et s'installer en PAM, bah, il y a le programme compagnonnage qui est une formation longue de 7 mois en immersion et en itinérance sur des fermes en PAM du réseau Ferme d'Avenir, dont Marion et Romain font partie. Donc, c'est une formation qui commence le 3 mars prochain. Si vous voulez avoir la chance de vous former peut-être aux côtés de Marion et Romain ou d'autres fermes, puisqu'il y a plusieurs fermes dans plein de régions qui ont des modèles très différents dans le compagnonnage et qui sont viables, hein, que ce soit sur 1250 mètres carrés ou 10 hectares, n'hésitez pas soit à m'écrire, je mettrai mon mail dans le chat, soit à regarder directement sur notre site. C'est vraiment une chance de pouvoir se former pendant 7 mois au contact de producteurs et productrices expérimentés. Et voilà, c'est assez rare d'avoir autant de temps de pratique dans des formations agricoles. Alors, les questions, du coup, je vais reprendre ça. Tac, tac, tac. Je te fais un petit message récapitulatif à la fin du chat. Ah, d'accord, ok, parfait. Tu vas Ok, il y a pas mal de questions. Alors, pour Marion et Romain, on va commencer par vous, parce que c'est vous qui avez le plus de questions. Alors, il y a une question. Comment avez-vous chiffré, car l'étude de marché est l'amont de la production, quel est votre circuit de distribution? J'ai pas trop compris la première question. Ouais, la première partie de si la personne peut repréciser, parce que c'est pas ultra clair, mais peut-être sur votre circuit de distribution, du coup. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop développé Ouais. sur la partie circuit de distribution et je pense que c'est une des forces aussi de la structure. Tu peux le présenter? Ouais. Oui, on a une distribution qui est hyper diversifiée aussi, un peu à l'image de la gamme.
Mais on fait une grosse partie en vente directe. 60% des ventes se font en direct. Donc, la boutique à la ferme, le site internet qui est vraiment complémentaire, enfin voilà, qui permet vraiment de fidéliser les gens qu'on a rencontrés physiquement à la boutique et qui après voilà, pérennise la relation. On fait un marché l'été uniquement, un marché festif. Festif, pas un marché hebdo. Ouais, pas un marché hebdo, ouais. C'est un marché hebdo, mais un marché festif. Ouais. En fait, on voit, je fais une parenthèse là-dessus, on voit beaucoup de producteurs qui essayent de démarrer des activités en intégrant des marchés hebdo assez classiques, on va dire. Et je pense que c'est très difficile, voilà, de rentrer sur le marché là-dessus. C'est beaucoup plus évident sur des marchés un peu plus ponctuels ou des marchés festifs, Les marchés d'été. les marchés d'été, etc. Voilà. Mm. Parenthèse fermée. Et après, toujours dans la partie vente directe, il y a les magasins de producteurs qui sont vraiment un moteur essentiel. On est dans plusieurs magasins de producteurs en dépôt-vente. Et dans un magasin de producteurs comme associé, c'est difficile d'être impliqué, enfin ça demande quand même du temps. Donc c'est difficile d'être impliqué sur plusieurs magasins, mais c'est vraiment des super, voilà, des super vitrines, quoi. Et le reste, la petite moitié restante, c'est de la commercialisation via des pros, donc soit des revendeurs, des détaillants, des boutiques, alors des cavistes, des épiceries fines, des magasins de produits du terroir, des magasins de produits locaux, etc. Un peu partout en France, surtout localement, voilà, dans notre région, mais un petit peu partout en France au fil des rencontres. Et après, une petite partie resto. Les restaurateurs, ce n'est pas un volume important, mais c'est des prescripteurs vraiment de nos produits. Donc voilà un peu rapidement le panorama commercialisation. Et après, pour répondre à la question, comment on a chiffré, en gros, on est passé par, on voulait faire déposer notre projet d'installation avec l'ADR, mais qui t'aide vraiment à réfléchir toi-même à ton projet. Après, on avait des délais quand même assez courts et ça ne rentrait pas dans le cycle ADR. Donc, on a déposé avec la chambre. Voilà, on a fait un chiffrage. Quand on le regardait, même un an après, on s'est dit non mais c'est hyper dur d'anticiper ce que tu vas planter, comment ça va donner, ce que tu vas. Enfin, beaucoup de choses se sont faites vraiment au fil de l'eau. Voilà, ce chiffrage de départ, il faut le prendre quand même. Enfin, il est nécessaire, ouais. Comme disait Emeline tout à l'heure, c'est vraiment hyper important de se plonger là-dedans parce que ça permet de poser les bonnes questions, d'aller voir le vent. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui peut faire peur et qui est très compliqué parce que les données en PAM, il en existe très peu à part sur le modèle grande culture. Et du coup, il faut farfouiller, il faut rencontrer des gens pour obtenir des données, quoi. Et essayer de chiffrer quelque chose qui, quand on le regarde quelques années après, effectivement, on se dit on était quand même loin de la réalité, mais bon, finalement, ça nous a quand même mis le pied à l'étrier, quoi. Enfin, il faut passer par là, quoi. Voilà. Comment on l'a fait on l'a fait nous-mêmes en discutant beaucoup avec. Alors nous, encore une fois, on avait la chance d'avoir des prédécesseurs, donc on a discuté pas mal avec eux de l'activité qui était déjà en place. Ça a fait 80% du chiffrage qu'on a mis en place, mais bon, après, sinon, il faut discuter avec les producteurs. Voilà. Et puis aller voir, faire sa petite étude de marché en allant rencontrer les distributeurs locaux, les BioCop, les boutiques de produits du terroir, les boutiques de producteurs, etc., quoi. Après, il y a une grosse différence, je pense, à ce niveau-là, si on s'installe dans une zone de chalandise importante, proche d'une grande ville, ou si on s'installe dans un endroit perdu, en pleine campagne. Encore une fois, il y a quand même de plus en plus beaucoup d'installations en plantes aromatiques. Et quand on s'installe à la campagne, il faut faire attention parce qu'on est vite très nombreux sur les trucs très classiques, la tisane, le sel aux herbes, les vinaigres aromatisés. Tout le monde en fait, donc il faut savoir se démarquer de ça, il faut savoir sortir de ça. Et voilà, quoi. Après, bon, il y a des modèles. Quand on est à côté d'une grande ville, peut-être c'est un peu différent. Ouais.
Ok. Sur la surface, vous l'avez dit, vous avez 4 hectares presque maintenant cultivés, il me semble. Oui. Quels sont vos statuts? Et est-ce que vous avez des exemples de bineuses électriques? Rien à voir. Bineuse électrique, il y a, comment elle s'appelle, le Cultivion ouais, de chez Pélinck, Qui n'est pas donné. qui coûte un peu cher, mais un autre moyen de le financer, la MSA, ils ont une enveloppe risque musculo-squelettique et c'est le genre d'équipement qui peut être financé. Ok. Voilà, sur les bineuses électriques. C'était quoi l'autre question? Nos statuts. Ah oui, Vos nos statuts. statuts. Quand on a repris, on a. Alors, ouais, si, ça me fait penser à autre chose. Enfin, c'est important d'être bien accompagné, bien entouré. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'être à deux cerveaux. Enfin, mais c'est aussi, sinon, être vraiment accompagné par des extérieurs, par des professionnels. Nous, par exemple, je pense que l'expert comptable, enfin le comptable, nous a vraiment permis de nous poser les bonnes questions, à la fois sur les statuts, sur le montage juridique. Ouais, et puis après, au fur et à mesure des années, sur les questions d'investissement. Enfin voilà, c'est bien d'avoir une personne un peu ressource qui, sans être un professionnel de la filière, quand même, un pied un peu dans le monde agricole et qui va pouvoir vous aiguiller sur les grosses questions. Du coup, quand on a repris, en fait, il y avait une exploitation agricole en nom propre. Un des deux associés avait l'exploitation en son nom. Et il y avait une SARL qui faisait la transformation. Voilà. Du fait de on s'est fait pas mal accompagner sur la partie juridique pour monter le projet. Et en fait, il a été décidé, et notamment pour une question d'aide, pour aller chercher les aides JA, etc. Et puis aussi du fait de la particularité quand même de notre projet avec la transformation des produits alcool, avec la gestion des douanes, et tout ça, c'est très particulier. On ne va pas parler de ça, mais voilà, on s'est fait accompagner, on a tout réuni. Aujourd'hui, on est sous forme de SARL à objet agricole. Voilà. Objet mixte, principalement agricole. Voilà. Donc, on a un statut d'exploitant agricole tous les deux sur l'ensemble de l'activité, que ce soit la production primaire des plantes et la transformation. J'avais coupé mon micro. Est-ce que vous avez été accompagné sur l'aspect commercialisation? Non. Non, pas spécialement. Non. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. On aurait pu, et puis on a préféré garder ça nous-mêmes et gérer nous-mêmes. Là-dessus, je pense que, voilà, encore une fois, le fait d'avoir repris quelque chose, ça nous a permis de reprendre une activité où il y avait déjà une clientèle. Mais après, c'est vraiment, une fois qu'on a un fonds de roulement, j'ai envie de dire, quand on a des points de vente en direct, comme on a nous, c'est-à-dire une boutique sur la ferme ou des boutiques de producteurs dans lesquelles on fait des permanences, donc on est en direct avec les clients, ça permet de faire des rencontres et c'est comme ça que ça se fait en fait. Hein. L'été, nous, on est dans une zone assez touristique. L'été, on rencontre beaucoup de touristes qui disent « Ah, c'est chouette ce que vous faites, je vais en parler à mon caviste. » Voilà. Et en fait, ça se fait comme ça, quoi. Et de toute façon, on aurait eu l'opportunité de se faire accompagner sur la partie commerciale, mais je pense qu'on n'aurait pas pu suivre aussi derrière parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être capable de produire quand même derrière. Okay. Donc, ça se fait au fil de l'eau. Et vous avez comme labellisation le label bio. Emeline, ouais, vas-y. Je voudrais juste faire un petit point niveau labellisation. Enfin, nos prédécesseurs étaient au syndicat des simples. Nous, pour diverses raisons, on n'est pas certifié simple, mais on est toujours adhérent au syndicat des simples, qui a un bel outil de mise en réseau, à la fois technique, commerciale aussi. Toutes les semaines, il y a des petites annonces des simples, des producteurs qui cherchent telle plante ou qui ont telle plante à vendre. Et voilà. Emeline, tout à l'heure, parlait de la solidarité dans ce milieu-là. C'est vrai qu'on se connaît tous et il y a une belle solidarité. Il y a beaucoup d'échanges entre producteurs sur les plantes. Et je pense que c'est assez spécifique à cette filière. Et
Et les simples sont un bon moyen de rentrer rapidement dans ce réseau-là. Super, merci. Il y a pas mal de questions pour toi, Emeline, aussi. Je ne sais pas si tu les as vues, mais donc sur l'irrigation, pourquoi être passé du maraîchage au PAM? Je te laisse voilà, essayer de répondre un petit peu à tout. On a déjà commencé à dépasser le temps. On va essayer de finir à 40 voilà, pour... Essayer d'être rapide, ouais, d'être un peu plus concise. Irrigation, tout simplement, j'ai de la chance d'avoir un étang sur le lieu. Donc, ça va être, c'est une déclaration. Il faut faire bien attention quand on a de l'eau sur un terrain. Faut bien voir ça avec le syndicat mixte des eaux de votre coin, police de l'eau, etc. Et en fait, on a droit de pomper et après, jusqu'à un certain volume. Et après, on paye un petit quelque chose. Enfin, c'est une déclaration, une autorisation, mais enfin, voilà. Donc, moi, j'ai ce système-là. À réfléchir d'ailleurs de ne pas le tarir. Bref, donc ça, c'est d'autres, ce serait un large débat. Le choix des PAM, c'est tout simplement que j'avais besoin d'un nouveau défi, que le légume, c'est chouette, mais que on est nombreux. Et en effet, oui, seule femme mécanisée, ça me demandait un trop gros investissement par rapport au capital que j'avais réussi à créer pour ma ferme. Donc, c'est tout simplement des choix stratégiques de pouvoir de voir que c'est des plantes aussi qui sont un peu moins exigeantes en eau, en fertilisation. Enfin voilà, il y a d'autres défis. Les PAM répondent à d'autres défis et voilà. Les ressources techniques, très clairement, c'est mon expérience de maraîchage et donc d'avoir déjà cultivé des PAM, plus le compagnonnage et les données que j'ai réussi à prendre dans les fermes. Parce que on tisse des liens avec les fermiers, on parle vrai, on se raconte et on montre et ils montrent aussi leurs chiffres, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Le nom de ma ferme, pour l'instant, c'est très compliqué. Voilà, il y a qu'est-ce que je prends en compte? Est-ce que je veux que le message il soit hyper clair? Que tout soit dans le titre, ou est-ce que je veux un truc vraiment joli qui claque, fun. Donc bon, je ne l'ai pas encore, quoi. Je manque d'imagination à ce sujet-là. Hormis le séchoir d'Emeline, je peine un peu encore. Mais je ne manquerai pas de tenir au courant là-dessus. Et après, sur la question de la viabilité économique, du SMIC et tout ça, c'est toujours cette histoire de ne pas trop investir qui va me permettre de gagner ma croûte. Et donc, oui, les 3 premières années, je vais cultiver que 5 000 m² et peut-être moins. Et peut-être que j'irai jamais au-delà. Mais le plan durable d'entreprise prévoit quand même qu'au bout de 5 ans, on va jusqu'à 1 hectare de culture pour des chiffres autour de qui vont de, selon ce que ce sera, 45 à 65 en CA. Donc bon, je crois beaucoup que seul le temps dira ça. Chaque saison, voilà, faut tester sa capacité à produire. Et pour ça, j'ai envie de dire, le compagnonnage est assez idéal. Et c'est vraiment s'offrir le luxe de confirmer ou infirmer son envie et sa capacité. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? D'y aller, quoi, de s'installer. Vraiment, pour ceux qui doutent, c'est peut-être un super palier parce que ça aide vraiment à trancher cette question-là. Et après, il y avait quoi? Choisir les variétés selon les débouchés possibles. Et je triche un peu parce que comme je viens du maraîchage, je choisis des variétés que je connais, des plantes avec qui j'ai déjà été en relation, entre guillemets. Et là, sur ce nouveau terrain, je ne sais pas comment ça se passera, mais voilà, je suis moins en terrain connu. Et après, oui, j'ai envie d'aller vers l'expérimentation sur commande, quoi, pour des choses très, très spécifiques. Et donc là, oui, c'est un restaurateur qui me dit: «Ouah, moi, je voudrais cuisiner du Sichuan». Bah oui, mais donc je me renseigne, le Sichuan, ça met 7, 8, 10 ans à donner. Par arbre, tu récoltes 50 grammes. Enfin, et donc lui, il faut lui donner ces infos-là, de dire: «Bah, attention, peut-être essayons d'abord sur une autre plante». Et
Donc voilà, j'invite aussi à la vigilance de ça parce que on rêve, on est là justement pour les faire rêver, mais toute proportion gardée de la réalité agronomique, du réel quand même, quoi. Voilà, faut garder quand même les pieds sur terre, quoi. Merci, Emeline. Il restait quelques petites questions. Dimitri, pour toi, comment se dessine la suite après cette année de compagnonnage? En quelques mots. Alors, très positive. Non, il y a un projet d'installation, mais à plus long terme pour moi, étant donné que j'ai une reconversion plutôt récente, tout juste 2 ans. J'ai encore besoin, voilà, de développer des compétences agricoles, des compétences techniques. Et donc ça va passer, voilà, par un peu du salariat sur les prochaines années, et voilà, pour voir aussi des modèles intéressants qui me permettront plus tard d'affiner mon projet final et de pouvoir ensuite me lancer dans quelque chose qui me convient. Super. Et je crois qu'il y avait encore quelques questions pour vous, Marion et Romain, de la part de Chris. Alors, je pense que c'est Chris qui a fait le compagnonnage aussi en 2024. Pour la boutique à la ferme, c'est combien de fois par semaine? Donc, elle est ouverte, je pense. Et en termes de passage, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Et quels produits pour les restaurateurs? La boutique à la ferme, en fait, Ah, ton micro, il est coupé. Non, c'est moi. C'est moi, désolée. pas de souci. La boutique à la ferme, elle est ouverte toute la semaine, plus le samedi pendant les beaux jours. Et en fait, il y a un système de sonnette qui fait que quand quelqu'un arrive, qu'on soit dans les plantes qui sont autour de la boutique, qu'on soit au labo, qu'on soit au bureau, on vient servir. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect contraignant. C'est parfois emmerdant quand tu es lancé dans une transfo et qu'il faut s'arrêter, que tu sais que tu en as facilement pour un quart d'heure, voire plus, parce que c'est un endroit où tu prends le temps. Donc, ça fonctionne parce qu'on est plusieurs aussi. Parce qu'on est nombreux. Ouais. Ça fonctionnait au début à 2. Ça fonctionne plus facilement aujourd'hui parce qu'on est 5 et qu'il y a 2 personnes plus dédiées à ça. Mais c'est vraiment un endroit où on tisse des liens assez forts avec les clients et on fait déguster, on fait vraiment découvrir nos produits. Et ça, c'est clé parce qu'on est sur des produits un peu particuliers. Et si tu ne fais pas goûter, les gens ils vont difficilement se laisser tenter. Et à partir du moment où tu fais goûter certains produits, tu as un taux d'achat quasiment de 100%, quoi. Donc voilà, c'est chronophage, mais on s'y retrouve vraiment après en termes de vente et de fidélisation des gens. Et après, l'autre question, pardon. Sur les produits vendus aux restaurateurs. C'est les mêmes qu'on a dans la gamme produits finis, sauf que pour certains, on fait des conditionnements un peu plus gros. Ouais. Okay. Et petit à petit, on développe la partie un peu commande particulière, des mélanges de plantes, des moutures un peu particulières qui vont vraiment s'adapter à telle ou telle recette. Ce n'est pas des gros volumes, ce n'est pas des grosses ventes, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un côté à la fois hyper valorisant de voir nos produits transformés par d'autres. Et puis en plus, en termes de communication, ce que disait un peu Dimitri tout à l'heure, c'est génial. Enfin, tu t'appuies les uns sur les autres pour. C'est souvent qu'on a des gens qui arrivent à la boutique sur la ferme et qui nous disent on est allé manger à tel restaurant et ils nous ont parlé de vous, on a dégusté vos produits là-bas. C'est des super prescripteurs, les restaurateurs. Ce n'est pas des gros volumes, mais c'est des. Pour gens, nous, hein, en tout cas. C'est des gens qui en parlent. Ok. Super. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Oui, bon, si jamais j'ai mis mon mail, si certains ou certaines veulent nous contacter ou si voilà, il y a des questions en suspens, que ce soit sur le compagnonnage ou sur cette thématique du webinaire en général. On a plus que dépassé le temps, donc on va s'arrêter là.
Merci à toutes et à tous de vous être connectés ce midi. Merci Marion, Romain, Émile et Dimitri d'avoir répondu à toutes ces questions et donné toutes ces précisions. C'était super riche comme échange. Et bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci. Avec plaisir, bonne journée.